Salut tout le monde, bienvenue sur Taille 6, le média qui raconte l'actualité du basket féminin. Laissez-moi quelques secondes avant de vous laisser profiter de l'interview pour vous présenter ce nouveau format. On espère évidemment que vous allez passer une belle année et d'ailleurs 2026 sera une année importante pour nous, notamment au travers de Stories, un format d'interview podcast comme celui-ci où vous allez découvrir les joueuses professionnelles, mais vous allez surtout découvrir les femmes qu'elles sont avant tout, découvrir leur histoire et leur parcours. Vous retrouverez un épisode de Stories un lundi sur deux, petit clin d'œil au format originel de Taille 6. On espère en tout cas que vous allez kiffer cette série de vidéos. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir Ainoa Rizaché, une des joueuses les plus prometteuses du championnat de France. J'ai été à sa rencontre du côté de Lyon. Je vous laisse avec la vidéo. Profitez bien. Ainoa, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va nickel. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation sur le premier épisode du format Stories. C'est un format qui me tient à cœur parce que je trouve qu'il manque d'histoire dans le sport féminin de manière générale, dans le basket féminin aussi encore plus. Donc ça me tenait à cœur de pouvoir commencer un format où on va parler des joueuses et ça me fait plaisir de commencer ici à Lyon avec toi. J'aimerais commencer avec une question qu'on va poser à toutes les personnes qui seront invitées de ce format Stories. C'est quoi le premier souvenir de sport que tu peux nous raconter? De sport ou de basket? De sport en général. Premier souvenir, je pense que c'est quand je devais avoir 3 ans et que je faisais de la gym. Voilà, quand je suis arrivée à Lyon, peu de temps après. Ok. Voilà. T'es né le 13 juillet 2007, juillet meilleur mois de l'année, ça c'est bon. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance et de comment on grandit dans une famille où ton papa est basketteur pro et en plus un basketteur pro assez renommé en France? Mon enfance, globalement, je pense qu'elle a été alors pas normale parce que elle a été vraiment incroyable, je dirais, grâce à mes parents en fait et à ma famille. Donc c'est ça. Et puis voilà, mon père il a joué en pro, mais j'étais pas forcément déjà née quand il jouait. Je suis arrivée à la fin de sa carrière. Donc ça a pas trop impacté ce qu'on peut appeler mon enfance. Donc voilà. Mais mon enfance s'est bien passée, franchement, avec mon frère. On s'est beaucoup amusé et puis le fait que mon père il était professionnel, en fait, il nous a juste transmis des valeurs de papa et puis les valeurs qu'il a lui pu connaître grâce au sport, grâce au basket. Donc voilà. Tu m'as dit enfance incroyable. Ouais. Ça se transcrit par quoi? J'imagine que ça t'évoque des souvenirs comme ça quand on parle. Non, franchement, c'est. Je leur dis, pas souvent, mais j'ai déjà pu leur dire à mes parents que. Je suis hyper reconnaissante de ce qu'ils nous ont apporté à moi et mon frère, parce que. Ils nous ont apporté surtout un environnement sain, en fait, avec tout ce dont on avait besoin. Donc, pour commencer sa vie, c'est vraiment le mieux que je puisse souhaiter. Donc, ouais. Est-ce que quand tu étais petite, tu avais des passions? Alors, des passions. Je pense que le basket, c'est arrivé quand j'avais 8 ans à peu près. Okay. Donc j'ai vraiment été passionnée tout de suite par ça, mais après j'ai fait beaucoup de différents sports en fait petite et j'étais tout le temps à fond dedans. Donc je pouvais dire par exemple quand j'avais 8 ans, 7-8 ans, je voulais être professionnelle en athlétisme. Okay. Et puis j'avais 5 ans, je voulais être professionnelle en gym, plein de trucs comme ça. Mais et en dehors du basket? En dehors du basket, en dehors du sport en général, j'aime bien dessiner. Okay. Et, encore maintenant? Ouais, encore maintenant, depuis petite en fait. Et ça veut pas dire que je dessine bien, mais ça veut dire que j'aime bien. Voilà. Okay. Tu m'as dit que tu avais commencé le basket à 8 ans, tu as fait de l'athlétisme, de l'escalade et de la gym. C'est ça. Très bien renseigné. Ouais, j'ai vu quelques interviews. Okay. C'est quoi le sport que tu as préféré parmi ces trois-là? Ce que j'ai préféré, j'ai beaucoup aimé l'athlétisme. Quelle discipline en athlé? C'était de l'éveil, c'était un peu donc tout, je touchais un peu à tout. J'étais plutôt bien en endurance okay. à l'époque. Là, je sais pas trop, mais voilà, donc j'aimais bien ça. Et puis toutes les compétitions, les crosses, je m'en souviens, j'ai des bons souvenirs aussi avec des amis. Donc, Ok. Et pourquoi ce choix de venir au basket du coup après?
Bon, t'avais quelques antécédents familiaux. Voilà, mais... on m'incitait beaucoup à essayer le basket au moins, mais alors c'est une histoire assez drôle parce que les gens s'attendent pas à ça, mais en gros j'avais donc mes copines qui étaient dans le club à côté de chez moi parce que mon frère y jouait et ses coéquipiers avaient des petites sœurs, etc. Donc c'était mes amis. Et du coup j'ai fait un stage pour essayer le basket et en fait lors de ce stage il y avait le basket le matin et des activités l'après-midi. Et donc l'après-midi en question, on allait au laser game. Je me suis dit qu'il y aurait du laser game tout le temps après, donc je me suis dit j'adore. Et je vais poursuivre avec le basket. Mais, donc si le laser game n'existait pas, t'aurais peut-être pas eu de carrière de basket. Peut-être pas, mais franchement je suis contente que mon innocence mais je vais ce tour. Ouais. Du coup, tu l'as dit, vous êtes 2 frères et sœurs basketteurs. On parle évidemment beaucoup de Zachary, mais comme je t'ai dit, nous on voulait te donner la parole aussi. Comment ça se passait, vous, dans votre enfance? Tu m'as dit que vous vous amusiez beaucoup. Est-ce que c'était à travers le basket? Est-ce que c'était complètement sur d'autres choses? Est-ce que vous avez 2 ans d'écart, c'est ça? Ouais, on a que 2 ans d'écart. En vrai, on s'est tout le temps amusé. Non, pas qu'avec le basket, parce qu'en fait, on a toujours un tas d'idées lunaires pour s'amuser ensemble. Et puis voilà, on est vraiment fusionnels, très proches. Donc, vous avez toujours été comme ça, fusionnels, très proches? Ouais, toujours. Franchement, vous n'avez pas eu de phase, parce que moi je sais qu'avec ma soeur, par exemple, j'ai une période où je l'embêtais, on a 2 ans d'écart aussi. Il y a une période où je l'embêtais tout le temps. Et du coup, on n'était pas très fusionnels à ce moment-là. Okay. Si, franchement, le jeu de s'embêter, il faisait partie de la relation. Donc il y a eu cette période-là aussi, mais tout le temps sympa, dans la bienveillance aussi. Donc, Ok, et c'est toujours. Ça a évolué dans ce sens-là aussi, même maintenant? Surtout maintenant peut-être? Le côté proche, fusionnel. Oui, je pense que ça a évolué dans ce sens-là parce que en plus on a tous les 2 grandi et que par exemple il y a eu une période où Zach il était plus mature et moi plus enfant, et puis maintenant qu'on est tous les 2 de plus en plus adultes, en fait on se retrouve encore mieux. Ouais. À quel moment est-ce que tu as vraiment pris le basket au sérieux? Tu t'es dit, bon, là, il y a peut-être moyen que je puisse envisager une carrière, en tout cas. En vrai, assez tôt, comme je te l'ai dit, dans tous les sports que j'ai pratiqués, j'avais l'ambition d'aller jusqu'au bout et d'être professionnelle dedans. Donc, en vrai, oui, vers 8 ans, j'étais là pour être avec mes copines, etc. Mais après, quand j'ai vu que le basket, ça me plaisait de plus en plus et que j'étais plutôt bien dedans, je me suis encore vue professionnelle. Et est-ce que parce qu'on parle souvent dans les familles de sportifs comme ça, quand tu as un parent qui est dedans, avec ce côté compétiteur qui se transmet, etc. Est-ce que vous, ça a été ça justement, quand tu parlais de ce qui vous a transmis, de ce qu'il a pu connaître grâce au sport, est-ce que ça faisait partie de le côté compétiteur aussi, d'aller chercher ce qu'on veut, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a transmis un peu concrètement ou ça s'est fait avec le temps? Oui, je pense qu'il nous a transmis ça, et je pense que ma mère aussi a eu un peu ce rôle de nous dire que en fait c'était la compète tout le temps, etc. Donc c'est plutôt mes 2 parents qui nous ont transmis ces valeurs-là. Tu es rentré en 2021 à la Tipeee Academy, juste à côté du Palais des Sports ici. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi dans le process? Comment est-ce que l'opportunité se présente à toi? Comment tu décides d'y aller? Enfin, comment ça se passe un petit peu? T'avais quoi, 14 ans du coup à cet âge-là? Oui, c'est ça, j'avais 14 ans et en fait j'étais en U15 au FC Lyon, et du coup on m'a proposé d'intégrer l'équipe U18 France du coup avec un an d'avance, et j'étais en parallèle au Pôle Espoir de Lyon, et je faisais quelques entraînements avec les U18 France et puis les matchs aussi. Je me disais que le fait de pouvoir jouer avec des filles plus âgées, ça allait forcément m'apporter. Puis j'avais pu faire, même en U15 première année, vers la fin de la saison, quelques entraînements avec le centre de formation. Donc j'avais vu que c'était totalement différent. En fait, je pense que entre U15 et le centre de formation, il y a un gros gap, un gros écart. Donc j'étais sûre que ça allait m'apporter plein de choses. Et est-ce que toi, quand tu as vu ce gap, tu t'es dit je suis pas loin, ou est-ce que tu t'es dit ok, là va falloir que je bosse? C'était quoi ton ressenti par rapport à ça?
Bah, en fait, je me suis toujours dit, c'est pas forcément ça qui m'a fait dire que je devais bosser. En fait, dans ma tête, je me suis toujours dit qu'il fallait que je bosse. Donc peut-être juste continue. Ouais. Et t'étais confiante, tu ouais. t'es pas dit oh purée, l'écart il est Non, je me suis dit que, en fait, j'avais déjà fait quelques entraînements et puis je voyais que j'avais le niveau de faire partie de l'équipe. Donc voilà, juste je voulais faire le moins d'erreurs possible parce que je suis un peu stressée en ce qui concerne, par exemple, faire des erreurs, faire chier mes coéquipières parce que je fais des conneries, etc. Donc juste me concentrer sur ça. C'était quoi du coup ton quotidien à l'académie? Parce que j'ai eu l'opportunité de la visiter hier pour la première fois. Ouais. Et du coup, comment ça se passe quand tu es là-bas, quand tu es pensionnaire de l'académie au quotidien? Franchement, c'est un super endroit parce qu'il y a tout qui est... Enfin, en tout cas, les infrastructures, elles sont vraiment mises en place pour les jeunes qui vivent, qui y vivent. On va en cours et on a maximum 5 heures de cours dans la journée et souvent 3 ou 4 heures. Et c'est vraiment pratique parce qu'on est, je sais pas, 10 ou 12 par classe. Donc c'est super pour pouvoir poser plein de questions, etc. Donc on avance plus vite aussi sur les programmes de cours. Et puis, donc on a... Oui, c'est ça, il me semble qu'on fait par exemple 2 heures de 8 à 10. Ensuite, on va s'entraîner, faire un entraînement individuel avec de la musculation. On mange, puis après 2 heures de cours et entraînement collectif. Ok. Déjà quand même un rythme bien soutenu aussi qui te prépare bien. C'est vrai que tu parles des infrastructures, pour l'avoir vu, c'est vraiment pensé pour la performance et le confort aussi. Il y a plein de petits détails super intéressants pour, j'imagine, ceux qui y sont au quotidien. Moi j'ai une question sur quand tu es jeune comme ça, à dose d'entraînement égale avec toutes tes coéquipières, qu'est-ce qui fait la différence pour aller au haut niveau, pour des jeunes qui s'entraînent autant de fois que toi? Qu'est-ce qui va faire la différence? Justement, je pense que... alors pour moi, il y a deux choses, mais du coup, ce sera pas à dose d'entraînement égale parce que pour moi, c'est vraiment le travail en plus qui va te faire progresser en fait, plus vite que les autres. Et puis même si tu pars de plus loin ou que par exemple tu as commencé le basket tard, etc., en fait, oui, c'est le travail et la consistance dans le travail qui va permettre de progresser. Et puis plus tu progresses, en fait, plus tu peux atteindre le haut niveau. Et puis sinon, je pense aussi que c'est le comportement que tu as tous les jours, même si on ne parle pas d'entraînement individuel que tu fais en plus, mais juste à l'entraînement collectif avec tout le monde, le comportement que tu as, la volonté de prendre les conseils des coachs, de savoir aussi quels sont les bons conseils, les bons conseils des mauvais. Et t'arrives à faire, t'avais cette lucidité-là d'arriver à faire le tri dans les conseils qu'on te donnait? Moi, pas... Oui, en fait, j'ai appris avec le temps. Okay. C'est plus mon père qui me... Parce que moi, du coup, je répète les conseils qu'on me donne à mon père et mon père me dit si c'est, si selon lui, s'il pense que c'est réel ou pas. Et du coup, avec le temps, j'arrive de mieux en mieux à dissocier ça. Et puis, voilà. Ok. Et tu parlais de l'extra travail que tu peux faire. Toi, tu sollicitais tout le temps du travail en plus et j'imagine que dans un dispositif comme ça, ils sont évidemment enclins et favorables à ce que tu demandes ça. C'est disponible. Ça, ouais. Oui, c'est ça. Et puis après, moi, dans mes souvenirs, je sollicitais les coachs ou sinon vraiment du travail seul. Mais après, je pense que, en tout cas, s'il faut donner des conseils, je pense que c'est mieux si tu peux travailler avec quelqu'un. Ouais. C'est toujours plus qualitatif peut-être. Ouais. Autre sujet, 2022, donc une année après ça, tu remportes le championnat d'Europe avec les U16 en battant l'Espagne, en finale en plus, bravo. Qu'est-ce que cette expérience t'a amené? Comment on conscientise aussi le fait de jouer en équipe de France quand t'as 15 ans, quoi. Enfin, c'est quand même jeune, tu vois, quand on prend du recul. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que ça m'a apporté beaucoup par la suite parce que du coup, je sais pas si ça se serait passé comme ça
quand même ou pas, mais du coup j'ai pu m'entraîner avec les pros de l'Asvel la saison qui a suivi et du coup j'en ai tiré plein de choses. C'était à l'époque où il y avait toutes les stars. Marine, Gabi. Gabi, Ouais. il y avait Dominique, Laura Quevedo aussi, bon, que j'ai pu côtoyer aussi l'année dernière, mais voilà. Et ce que ça m'a apporté, franchement, déjà c'était c'était peut-être du coup le deuxième titre que je gagnais, je pense. Et ça c'est chouette en fait de voir que tout le travail que tu mets tous les jours, il porte ses fruits. Et du coup, ça apporte de la confiance pour la suite. Tu te dis, je veux vivre plein de moments comme ça, donc c'était plus je vais me donner à fond, quoi. un peu par la suite que tu as réalisé ce que tu as apporté avec tout ce que ça t'a amené sur le terrain, etc. aussi. Oui, Ouais. aussi, oui, Ok. c'est ça. Du coup, après ça, tu l'as dit, tu poursuis toujours ta formation à l'Asvel. Et avant d'arriver à l'échelon pro auquel tu es aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi entre le centre de formation, l'intégration justement avec l'équipe professionnelle comment tu l'as vécu? C'est très bien, je l'ai très bien vécu. J'ai pu apprendre plein de choses des joueuses professionnelles. Puis j'avais aussi la possibilité de concrétiser ce que j'apprenais avec les jeunes le week-end. Donc, c'était quoi, genre, parce qu'il y a souvent ce truc-là qui revient quand les jeunes elles parlent tu t'entraînes avec les pros, que tu apprends énormément de choses. Ça se manifestait par quoi? Est-ce que c'était des conseils qu'on te donnait de, je sais pas, Gabi sur ton poste de jeu ou Marine? Est-ce que c'était des choses que toi t'analysais sur l'éthique de travail, sur la façon de, je sais pas, poser ses appuis sur un shoot ou j'en sais rien? Comment ça c'était concrètement? C'était donc oui, ça pouvait être parfois des conseils, même si c'était pas les joueuses pro en fait elles allaient pas tout le temps venir te donner des conseils, elles étaient focus sur leur truc aussi, donc voilà. Mais oui, donc soit par des conseils, ça faisait toujours plaisir d'ailleurs d'en recevoir, soit c'est ça par de l'observation, de l'analyse en fait, de voir c'est ça l'éthique de travail déjà qu'elles avaient, et puis ou qu'elles n'avaient pas, de voir qui suivent, ne pas suivre. Ouais. Mais donc c'est ça, puis la volonté qu'elle mettait dans chaque action, dans chaque entraînement aussi. Ouais. Est-ce que toi tu étais parce que tout le monde n'a pas cette personnalité-là d'aller facilement, tu vois, aller demander des choses. Est-ce que toi tu étais aussi un peu demandeuse vis-à-vis d'elle, de dire est-ce que tu pourrais me conseiller pour travailler ici, ça? Pas du tout. J'ai toujours été très timide, donc ouais, non. Et puis je regrette un peu, mais avec le temps, avec le recul, je me dis que j'aurais toujours pas pu demander. Donc voilà, mais donc ouais, non, je ne demandais pas trop. Ouais. Et est-ce qu'à force de t'entraîner avec les pros, tu disais que tu pourrais retranscrire en jeune, quand tu joues avec des pros de ce niveau-là, à l'entraînement, etc., est-ce que tu sentais que tu avais vraiment une différence dans ton niveau de jeu avec les espoirs? Et est-ce que tu sentais que le gap se creusait aussi entre des joueuses qui ne s'entraînaient pas dans des équipes pro et toi? Déjà oui, je sentais qu'il y avait une grosse différence entre mon niveau et celui des joueuses pro. Simplement, déjà physiquement et dans la vitesse des choses. En fait, à chaque fois que tu vas dans une catégorie au-dessus, tu vois que ça va plus vite, tout va plus vite, les passes, les drives en défense, etc. Donc déjà ça m'avait bien marqué. Et puis pareil, physiquement, dans les rebonds, faire des box-out, c'était galère. Donc voilà, et puis par contre c'est vrai qu'après, une fois que tu essaies de réguler ce côté physique, qui était la principale chose en tout cas qui m'embêtait moi, je voyais qu'en fait en jeune je prenais plus de place, j'étais plus imposante aussi, donc ça m'a aidé dans ça aussi. Ça t'a mis en confiance aussi, pour la suite. Est-ce que tu te souviens de ta première rentrée en pro? Oui. C'était contre qui? C'était à La Roche, du coup. Et c'était à l'époque où à l'Asvel on avait plein de blessés, je sais plus, c'était quelle année? C'était en 2023? Plein de blessés, ça dépend, parce qu'il y a eu pas mal d'années où il y a eu plein de blessés. Non, c'était en 2023 il me semble. Et du coup elles étaient 4 pros, on était 5 joueuses espoirs à jouer là-bas. Donc je suis rentrée assez vite dans le match, et puis voilà. T'as ressenti une pression particulière ou c'était fluide et assez
logique vu aussi peut-être la dynamique de l'équipe et le fait qu'il y ait plein de blessés, tu t'y Oui, attendais? c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, j'étais quand même stressée, mais je m'attendais à rentrer et puis à avoir. Enfin, je savais que j'allais pas jouer que 2 minutes Ouais. vu que en fait il y avait personne. Ouais, que tu allais avoir un peu de responsabilité quand même. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand tu as commencé à te confronter aux joueuses pro autres que l'Asvel, à jouer un petit peu en ligue, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué? Parce que là, tu étais vraiment sur de l'opposition de match, qui Ouais. n'était pas à la même intensité Oui, qu'à l'entraînement. ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment frappé sur le niveau? Bah, pas plus que ce que j'avais vu aux Ok. entraînements, style la vitesse et l'impact physique. Ouais, c'est souvent ce qui ressort, franchement, l'impact ouais. physique. T'as joué des Coupes d'Europe aussi, Ouais, l'Eurocup. ouais. Tu le vois ça, que le niveau français physiquement, il y a vraiment un Ah gap? oui, oui, ouais, carrément. Bah, on a fait l'Eurocup l'année dernière et en fait, t'as plein d'équipes qui sont plus faibles que des équipes qui sont pas dans le top 8 Ouais. en Ligue féminine. Donc du coup, on parlait des saisons où il y a eu pas mal de blessés. L'an dernier, c'en était une aussi où effectif avec un budget qui était déjà bien réduit et aussi quelques blessures. Tu as pu profiter de prendre pas mal de minutes aussi l'an dernier, donc sur la saison 2024-2025. Ça t'a projeté quand même assez vite avec plus de responsabilités dans l'effectif pro. Comment tu as vécu cette saison dernière en tant que joueuse qui fait vraiment partie de l'effectif sans avoir un contrat pro, mais qui est complètement aussi intégrée au groupe? Bah, cette saison, je l'ai bien vécue, je l'ai prise comme une saison un peu d'opportunité. J'étais contente d'avoir pu faire. En fait, au début de la saison, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, donc j'ai demandé à faire quelques matchs en espoir. Quand je suis revenue d'avoir joué avec les espoirs, en fait, il y avait plein de, comment dire, d'intentions, de choses normales que je faisais plus trop par manque de temps de jeu en fait, que du coup j'ai retrouvé et que j'ai pu retranscrire avec l'équipe pro. Donc à partir de ce moment-là en fait c'était parti entre guillemets et puis ça s'est très bien passé. Hein. Et tu as aussi terminé ton cycle avec le centre de formation d'une bonne manière. Alors vous n'avez pas remporté le championnat, mais vous avez remporté la Coupe de France à l'Accor Arena. Tu finis MVP là pour le coup de la Coupe de France. 33 d'évaluation, petit double-double, 17 points, 11 rebonds. C'était une façon aussi de concrétiser pour toi tout le travail que tu avais fourni avec ce groupe-là avant de passer à l'échelon d'après? Ouais, clairement. En fait, ça me tenait vraiment à cœur de remporter en fait, au moins un titre avec le centre de formation, puisque j'ai quand même passé 4 ans là-bas, je crois, 4 ans, et en tout cas, moi, j'avais jamais remporté de titre avec le CDF, donc la Coupe de France, c'était le dernier recours. Et donc vraiment, ça me tenait à cœur. Et qu'on l'ait fait, c'était vraiment incroyable, franchement. Ouais, belle fête, beau match. Et puis, du coup, Zachary, il a pu être là sur l'événement. Lui, il l'avait remporté aussi, c'est ça, en c'est U17? Ça, en U17. T'as ressenti quoi après ce titre, au-delà de ta performance et de ce que ça symbolisait, mais sur le moment, t'as ressenti quoi et ça t'a fait quoi de pouvoir le partager aussi avec ta famille au complet, puisque lui venait de terminer sa saison NBA? Oui, j'étais trop contente. En plus, il venait juste de terminer, donc il était arrivé, je sais pas, 1 ou 2 jours plus tôt. Donc trop contente de pouvoir accomplir ça devant lui. J'étais soulagée et heureuse que avec toute mon équipe on ait pu gagner, et puis ça fait un bon souvenir et puis ça amène un titre au club. Donc j'aimerais qu'on parle du coup un peu de ta relation justement avec ton entourage proche. J'ai Elliot qui fait partie de l'équipe de Thaïs qui est aux États-Unis actuellement et qui a interviewé Zachary quelques fois, et il lui a parlé un petit peu de toi, et Zachary t'a décrit comme la petite sœur admirative et fière qui est toujours là pour le soutenir. Donc tu parlais de ta relation très proche, fusionnelle avec lui. Comment est-ce que vous gardez cette relation maintenant qu'aussi il y a beaucoup de distance avec le fait qu'il est aux États-Unis? Est-ce que vous vous aidez dans le basket? Je sais pas si on s'aide. En fait, je sais pas, on parle pas forcément de basket trop. Donc s'il y en a un qui a un de nous deux qui a un coup de mou et tout,
l'autre est là. Mais Et Zachary, il avait aussi dit à Elliot que c'était du coup votre papa Stéphane qui lui faisait pas mal de retours un peu techniques et plus concrets. c'est ça, ouais. Est-ce que c'est le cas aussi avec toi? Ouais, depuis toujours. Bah, en plus, il m'a coaché quand j'étais en U13, Théo Basket à Ok. Écully. Il avait aussi coaché mon frère quand il était en U15, donc la même année. Et ouais, depuis toujours, il nous donne l'après-match, le descriptif de toutes les actions. Ok, ah ouais, donc vraiment Non, c'est... c'est pas si poussé, mais en fait, oui, il nous donne vraiment un tas de conseils. Et en général, quand on applique ces conseils, ça va mieux Ça après. paye. Ouais. Bon, c'est une bonne expérience. Ça. Ouais, c'est ça. Franchement, comme si je t'étais pas continue crédible. depuis. Et on parle toujours de deux, mais il y a aussi ta maman derrière, que moi j'ai croisé sur plusieurs événements, qui est plutôt dans le domaine des médias. Ouais. Quelle relation tu as avec elle? Est-ce que c'est aussi pas mal... Enfin, ça gravite autour du basket évidemment, mais est-ce qu'il y a une relation vraiment particulière, différente, qu'avec ton père aussi, où vous êtes plus dans le concret du terrain, on va dire? Ouais, ouais, avec ma mère, on a une relation. Du coup, c'est sûr que. Enfin, si elle aime bien fourrer son nez dans donner des conseils sur le basket, alors qu'on lui dit qu'en fait, c'est pas son job. Mais en fait, on a vraiment une relation fusionnelle aussi, je dirais, avec ma maman. Puisqu'en en fait, elle gère un petit peu tout. Pour mon frère, pour moi, etc. Et puis voilà, c'est la personne à qui je vais me confier, avec qui on partage juste des moments pour penser à autre chose quand on a besoin aussi. Donc, Ok. ouais. Et est-ce que, une question que je ne m'étais pas notée mais qui me vient comme ça, parce que forcément Zachary, numéro 1 de draft, l'exposition elle est folle. Les répercussions que ça a comme ça sur la famille, est-ce que vous avez senti un truc différent? Est-ce que vos parents ils vous ont peut-être alerté sur certaines choses vis-à-vis de ça? Parce qu'on sait que ça peut être à la fois dans beaucoup de sollicitations, mais ça peut être aussi, je sais pas, des gens, des haters, des parieurs, enfin on les connaît, tu vois. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont mis un petit peu en garde sur la gestion de ces trucs-là? Oui, légèrement. Enfin, en tout cas, pour mon frère, je sais pas. Je pense que oui, ils ont dû en parler. Et puis avec moi, très légèrement, mais sans. Ok. On n'en a pas parlé pendant des heures, quoi. Ouais. Puis t'es pas C'était- directement concerné, enfin t'es moins concerné. Oui, moi, franchement, je suis pas tellement concernée par le surplus de Ouais. fame autour de ça. Donc, Ok. Et du coup, là, cette saison, donc tu l'as démarré en tant que professionnel pour la première fois. Ouais. Quand est-ce que tu as su que Lyon voulait te faire passer ce cap-là? Je l'ai su assez tôt dans la saison dernière, vers décembre, je pense ils m'ont proposé de signer un contrat. Et puis ça s'est fait dans la foulée. Ouais, toi, c'était logique, tu savais que tu voulais. Oui, pour moi, c'était logique de signer ici, déjà dans la continuité du projet auquel je participe depuis que je suis en U15. Ouais. Donc c'était logique. Et puis aussi parce que ma famille habite très, très proche d'ici. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous à tous Ouais. les matchs quasiment. Ouais, ouais. Là, si on parle de l'équipe, Johan qui a repris les rênes il y a 2 saisons. C'est quoi ta relation avec lui et c'est quoi le rôle qu'il t'a donné sur le début de saison? Comment il t'a expliqué justement ce rôle-là pour ta première année en pro? La relation qu'on a, c'est vraiment. C'est le coach qui va donner des conseils. Et puis, en plus, grâce à son expérience qu'il a aux États-Unis, de WNBA, etc., il peut vraiment transmettre ce qu'il a appris là-bas. Et puis, ce qu'il a appris aux côtés de grandes joueuses, en fait. Donc, c'est chouette de pouvoir profiter de ça, de sa part. Le rôle qu'il m'a donné cette saison, il était bien différent de celui que j'avais l'année dernière. Ok. Parce que là, il me l'a dit, qu'il me donnerait beaucoup plus de responsabilités, que j'allais avoir aussi plus la balle en main comparé à l'année précédente, et que maintenant dans cette équipe j'ai un rôle de créatrice et de pouvoir créer pour moi et pour mes coéquipières aussi.
Ok. Et comment si tu dois te définir en tant que joueuse, tu parles de créatrice, est-ce que c'est quelque chose qui te correspond bien? Comment tu te Ouais, définis là-dessus? oui, oui. Oui, je me suis toujours vue comme une joueuse qui aimait créer et s'amuser avec la balle. Et voilà, pour créer plusieurs décalages et faire briller aussi mes coéquipières. Tu as parlé des succès que tu as eus, donc équipe de France notamment, centre de formation. Il y a aussi forcément des challenges un petit peu toujours au quotidien. Comment tu gères, toi, que ce soit à la fois les succès, mais à la fois les challenges? Parce que je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment, mais les challenges, souvent, tu perds, tu as un échec, tu dois très vite te process parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour passer au match qui arrive d'après. Mais quand c'est la victoire, c'est pareil au final, parce que tu gagnes une Coupe de France, la semaine d'après, tu as un match de championnat à gérer. Comment tu arrives à profiter, à passer à autre chose assez rapidement? Comment tu processes tout ça? En vrai, je ne sais pas si j'ai déjà encore trouvé la solution. Tu laisses couler et puis... Ouais, ouais. Quand on gagne, en vrai, juste profite. Après, je suis pas non plus quelqu'un qui va faire la fête, donc en soi, juste je suis heureuse, quoi. Ouais. Mais oui, et puis sur les échecs, en fait, quand il y a un match qui arrive, je sais que en fait, j'ai l'adrénaline de jouer un autre match qui vient avec. Donc, Est-ce que jusqu'ici, tu arrives à identifier un gros défi auquel tu as fait face, un gros challenge, ce qu'on peut appeler un échec, même si j'aime pas trop ce mot, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué où tu t'es dit là, c'était pas facile à gérer? Je dirais que je sais pas si c'est parce que c'est récent que c'est encore amer, mais je dirais sur la Coupe du Monde U19 cet été, où on s'est fait éliminer en quart de finale et on a fini 5e. Et donc, c'était compliqué de passer à autre chose parce que c'était une défaite très amère. Et vous aviez des espérances et voilà, en assez fait, hautes, c'est quoi. ça, on avait des grandes ambitions depuis le début de la préparation. Donc, Est-ce que tu as une ou plusieurs personnes athlètes qui t'inspirent un peu au quotidien? Ça peut être dans le jeu, ça peut être sur un autre sport, dans l'éthique, le mindset, n'importe quoi. qui m'inspire, dans le jeu, quand j'étais petite, j'ai beaucoup regardé, enfin même encore, Marine Johannes. Après, je suis pas allée chercher très loin parce que du coup, elle est en France, c'est pas dans le monde. Mais voilà, je l'ai beaucoup regardé, ses moves. En fait, je trouvais que son jeu, il était dingue, magique. Donc, j'ai adoré ça, regardé ça pendant mon enfance. Et puis, franchement, pour ce qui est de la mentalité, de l'éthique de travail, je vais dire mon frère. Okay. Je trouve qu'il est vraiment très inspirant. Qu'est-ce qu'il a de particulier du coup? Au-delà de sa personnalité, du coup, juste son éthique de travail, elle est j'ai même pas les mots, quoi, mais voilà, il travaille énormément, il est très consistant dans son travail et il travaille surtout intelligemment. Okay. Donc, si on met de côté un peu le côté français, en général, on n'aime pas trop dire nos ambitions, ou en tout cas, on a un peu l'impression que c'est pris pour de la surconfiance, on va dire. Toi, c'est quoi tes objectifs à court, moyen, long terme, tes ambitions de carrière? Parce que tu es encore jeune, mais j'imagine que tu as quand même des petits steps que tu aimerais peut-être atteindre dans ta carrière. Mon objectif depuis longtemps, c'est de jouer en WNBA. Et puis, je sais qu'il faut travailler encore. J'ai plein de paliers à passer, mais c'est un objectif que je garde en tête. Et sinon, c'est tout simplement d'être la meilleure joueuse que je peux être. Donc, voilà. Tu as des joueuses qui t'inspirent en WNBA, pareil sur le terrain, en dehors? Breanna Stewart, que j'ai découvert en regardant Marine Johannes aux Liberties. Okay. Du coup, en fait, je me suis un peu retrouvée dans son jeu, mais c'était à l'époque où du coup j'étais plus avec les jeunes, où j'avais vraiment cette polyvalence d'être un peu présente partout dans le jeu. Et puis j'espère qu'avec le temps aussi, et puis j'aurai cette présence
dans le jeu avec les pros. Donc voilà, Breanna Stewart. Et puis j'aime beaucoup aussi Nafisa Collier, que j'ai eu la chance de jouer contre elle en plus. Ouais, okay. Du coup en 2023, je crois, quand il y avait. Enfin, c'était au match des champions quand on a joué contre le Fener. Donc là, j'étais éblouie. Mais tu parles de potentiellement pouvoir évoluer sur plusieurs postes, etc. Tu as aussi un profil physique qui peut permettre ça. C'est un truc que tu ambitionnes vraiment de pouvoir jouer de 1 à 4, on va dire, peut-être à l'avenir? Ouais, franchement, j'ai toujours voulu être en capacité de faire ça. Donc oui, jouer sur quasi tous les postes. Parce que je trouve que la polyvalence, c'est intéressant, quoi. Donc voilà, le but, c'est de progresser dans plein de domaines différents. Dans plein d'aspects du jeu différents, en tout cas. Question que je m'étais notée, est-ce que des fois tu as besoin de te sortir la tête du basket? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour te sortir la tête du basket? Hormis du dessin, peut-être? Ouais, non. Non, en vrai, je pense avant peut-être cette année ou l'année dernière, j'avais jamais eu besoin de penser à autre chose que le basket. Parce que juste ça m'amusait trop, encore ça m'amuse trop. Je suis heureuse quand je joue au basket. Mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est peut-être. C'est d'autres attentes aussi quand tu es en pro, c'est un autre système. Je pense que c'est ça qui diffère, c'est que les attentes, elles sont différentes et que tu es là pour t'amuser, mais tu as quand même des obligations et oui, des attentes de résultats qui sont là. Et donc, il y a peut-être plus de pression aussi. Et donc, ouais, à ce moment-là, parfois j'ai besoin de penser à autre chose, mais j'ai du mal à penser à autre chose quand ça va pas au basket. Donc, au final, j'ai pas encore la clé pour. C'est bien d'en être conscient déjà, et puis ça viendra sûrement avec le temps. Je suis en réflexion dessus. Et pour terminer, est-ce que tu as une phrase, un conseil ou une philosophie un peu qui te guide dans ta vie de tous les jours que tu aurais envie de partager avec les gens qui te regarderaient? Non, pour moi, c'est de faire tout pour être heureux, donc pour poursuivre son rêve. Moi, en fait, faire tout pour être heureux. Donc si c'est, je sais pas, si c'est faire du basket, faire du basket, si c'est être avec ses proches, c'est faire tout pour rester près d'eux. Ok, être heureux, c'est déjà voilà, bien. C'est une bonne conclusion. En vrai, oui, c'est vraiment ça. Merci Anoa, merci beaucoup, à toi. Et puis bonne saison. Merci beaucoup. Si cet épisode de Stories vous a plu, pensez à nous le dire en commentaire. Pensez aussi à nous dire qui vous aimeriez voir sur la chaîne de Taï6 dans un épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient énormément. Et rendez-vous aussi sur nos comptes Instagram et TikTok pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité du basket féminin.